J'aimerais faire une petite introduction, vraiment très courte au début, avec une réflexion sur le Lévitique 23. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées, que vous proclamerez à la date fixée pour elles. Le 14e jour du premier mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, vous n'effectuerez aucun travail pénible. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Bienvenue. Euh, alors, ce petit passage, on pourrait le creuser un peu plus avec tous les autres versets qu'il y a derrière, mais cette simple introduction, je voulais vous montrer que Dieu est marqué dans le temps, qu'il est organisé, qu'il y a des mois, il y a des jours fixés. On connaît le sabbat avec cette idée de dire, ben voilà, il y a 6 jours où on travaille et puis le 7e où on s'arrête. Mais il y a aussi les fêtes qui sont organisées, il y a quelque chose qui est planifié autour du temps. Donc le temps est quelque chose d'important dans la Bible, est important dans la vie pour nous en général. Et si Dieu nous a créés dans un espace où il y a du temps, c'est certainement pour qu'on s'en serve plutôt pas mal. Donc, la grande question pour nous tous, c'est mais comment est-ce qu'on peut bien s'occuper de notre temps? Si vous avez une petite culture biblique, vous saurez aussi qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de racheter le temps, de faire le maximum de choses qui sont sous nos mains. Et si on fait juste un package de tous les versets de la Bible qui parlent du temps, eh ben, ça ne nous donne pas une idée forcément très claire de comment est-ce qu'on devrait le gérer. Alors, je vous proposerai tout à la fin de ce séminaire un petit document qui sera un résumé de ce que j'ai présenté et aussi quelques questions autour de textes du Lévitique pour vous, pour aller plus loin et pour réfléchir bibliquement. Mais avant d'aller plus loin, je voulais aussi vous donner quelques petits trucs pour l'introduction. Premièrement, peut-être que certains d'entre vous avaient entendu parler de combien de temps est-ce qu'il faut pour prendre une nouvelle habitude. Donc, il y a plusieurs recherches qui se sont faites là-dessus. Et il y a un mythe qui a pas mal circulé qui dit bah, si on fait quelque chose régulièrement pendant 21 jours, 3 semaines, alors ça devient une habitude qui s'inscrit dans notre quotidien et plus loin que les 3 semaines. Alors, désolé de vous décourager, c'est faux. Il faut en moyenne beaucoup plus que ça. La moyenne, c'est 66 jours, selon une étude psychologique qui a été faite récemment. Mais en réalité, ça oscille entre 6 mois et 1 an pour qu'une habitude s'installe dans notre vie durablement. Donc, il n'y a pas de solution ultra facile. Par contre, vous pouvez toujours vous donner un défi en mettant 3 semaines d'abord, et puis après, on essaye de continuer une habitude. Mais vous ne dites pas que si vous avez fait 21 jours, alors c'est bon, c'est réglé, l'habitude est installée dans vos vies. La deuxième chose que je voulais juste aborder vraiment en introduction, c'est l'importance du repos. On va parler de comment on gère le temps, puis comment on l'occupe. Donc, on va parler de travail, on va parler d'études, on va parler d'activités. Et c'est très important, dès à présent, dans votre réflexion à vous, c'est où est-ce que je vais situer le repos et qu'est-ce qui me repose? Et ça, c'est une question qu'on va reposer à la fin. Donc, vous aurez l'occasion de peut-être d'y réfléchir à plusieurs pour voir qu'est-ce que ça peut donner pour vous. Et la, la dernière chose, enfin, il y a deux dernières choses que je vais faire. Je vais commencer par la quatrième. C'est vous rappeler que le défi de notre temps, notre génération d'étudiants et même de jeunes travailleurs, c'est en fait la question de la sollicitation constante. Contrairement à même juste une génération avant nous, la grosse différence sur la manière dont on vit le temps, c'est qu'on a beaucoup plus de sollicitations. Donc, email, téléphone, WhatsApp, Facebook et tout le reste des canaux habituels fait qu'en fait, on a beaucoup plus de choses sur moins de temps. Donc, c'est un vrai défi pour cette génération. Donc, c'est normal qu'on galère un peu avec ça. Et si vous êtes là, c'est que vous galérez. Si je suis là, c'est que j'ai galéré moi aussi. Et toujours en introduction, pour vous le dire, moi-même, je suis passé déjà par un burn-out vis-à-vis d'un premier travail que j'ai eu quand j'étais encore en France. Donc, c'est pour ça que je me suis formé sur la question de la gestion du temps et de la prévention du burn-out. Donc, ce que je vais vous dire, c'est une sorte d'un peu de vraiment un extrait, un petit extrait de ce que j'ai pu apprendre dans ces formations, mais j'espère que ce sera déjà utile. Un des gros défis de notre gestion du temps pour nous tous, c'est quelque chose dont je ne vais pas parler moi, mais je vais vous mettre une vidéo qui est en anglais, qui parle de la procrastination. Et comme ça, on aura traité une bonne partie d'une grande question très moderne, la procrastination.
J'espère que cette vidéo vous aura répondu aux grandes questions liées à la procrastination. On va avancer sur ce que je voulais vous proposer après, ce qui est une sorte de top 4 des choses à savoir pour gérer son temps. N'hésitez pas à prendre des notes, parce que ça va assez vite, et les informations, un peu le pense-bête, je ne donnerai que tout à la fin. Allez, je commence. Le premier grand conseil à donner, très basique, mais absolument essentiel, gérer ses priorités. Certains d'entre vous ont déjà vu ce genre de questions sur les priorités avec les différents types de tâches. Donc, il y a des tâches importantes et urgentes, des tâches importantes, des tâches urgentes, des tâches non importantes et non urgentes. Bon, on peut même sous-diviser encore avec d'autres tâches si on voulait, mais restons là-dessus. Ce qui est important, c'est de privilégier celles qui sont importantes, mais il faudrait que le minimum soit urgent. Dans l'idéal, vous travaillez sur des tâches importantes parce que vous avez pris le temps de vous organiser pour les faire dans le bon ordre. Si elles sont importantes et urgentes, c'est peut-être que vous avez le problème de la procrastination qu'on a vu juste avant, ou alors que c'est quelque chose qui vient s'imposer à vous, un ami qui a un problème de santé ou des choses comme ça devient important et urgent, ça c'est normal. Le plus important à retenir peut-être de cette slide, c'est que les tâches non importantes et non urgentes, donc à vous de définir lesquelles elles sont, c'est de pouvoir s'en débarrasser, les éviter. Et c'est celles qui viennent polluer beaucoup notre temps, en fait. Donc, c'est un exercice que vous pourriez faire, de dire qu'est-ce que je fais sur une journée ou sur une semaine, de faire la liste de toutes les choses que je fais sur une journée et sur une semaine. Vous pouvez vous amuser à faire jusqu'à je dors de telle heure à telle heure, je prends une douche tel jour, je regarde une série télé, je travaille sur telle chose, etc. De mettre en petits morceaux et de voir, en fait, de classer dans ces 4 catégories. Qu'est-ce qui est important et urgent? Peut-être que la douche le vendredi, c'est important et urgent si vous n'avez même pas pris toute la semaine, mais ça c'est, vous répondez pour vous, on ne va pas vous demander votre témoignage. Mais d'essayer comme ça de définir un peu en fonction de ce que vous faites dans la réalité de votre quotidien, de reclasser un petit peu qu'est-ce qui est important et urgent. Et effectivement, ça demande de prendre du temps pour le faire. Donc ça, c'est important. Et en gérant vos priorités, normalement, ça vous aide à moins gaspiller de temps. Il y a aussi la question de gérer tout ce qui est chronovore, qui bouffe une quantité de temps trop vite si on ne les maîtrise pas. Par exemple, une des choses que vous pouvez faire, c'est regrouper les rencontres. Donc, par exemple, avec d'autres étudiants, avec les membres du GB, avec le groupe de travail, etc. D'essayer d'avoir moins de rencontres, mais des rencontres où tous ceux qui sont concernés sont là, pour éviter d'avoir des doublons. L'autre chose, c'est un grand défi, c'est formuler le temps disponible. Je vais dans une réunion, je vais dans une rencontre avec quelqu'un, même si c'est pour prendre un café, pour checker où on en est sur un travail ou je sais quoi, de dire j'ai 1 heure et d'organiser en fonction de cette heure que vous avez mis à disposition. Et ça, c'est à vous de le définir. Et parfois, on se lance dans des rencontres sans définir le temps qu'on va prendre. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les dépasser, si d'un seul coup on trouve que c'est pertinent de dépasser, mais ça aide pour vous et pour l'autre de savoir dans quoi ils s'engagent. Notamment si vous voulez faire des réunions, typiquement avec vos travaux que vous avez certainement en petit groupe actuellement, ou si vous dites à quelqu'un venez, on se fait une rencontre, mais vous ne précisez pas le temps, il est probable que les gens ne soient pas motivés. Alors que si vous dites on se donne rendez-vous, mais on se fait un check-up juste de 30 minutes max pour juste regarder où on en est, les gens se rendront peut-être plus disponibles. Donc voilà, sachez que mettre le temps, ça peut être pas mal. Et aussi, ne pas hésiter, si votre agenda est déjà plein, à renvoyer à une autre date ultérieure. De dire je ne suis pas disponible. Typiquement, moi, j'essaye d'avoir ces disciplines aujourd'hui, de dire pas plus que 2 rencontres Zoom par jour. Et ça m'oblige à devoir redistribuer les rencontres que j'ai pour éviter d'avoir une fatigue des réunions Zoom. La deuxième grande information à avoir, c'est se recentrer sur l'essentiel. Voilà 4 pièges qu'on peut avoir quand on gère son planning. Donc, ne pas fixer la durée de ses activités. Donc, je vais réviser de telle heure à telle heure, aide à organiser votre semaine et votre journée. Je vais travailler sur ce travail de bachelor de telle heure à telle heure, ça va vous aider à vous organiser sur toute la semaine.
il faut prendre en compte les temps de passage d'une activité à l'autre. Souvent, dans un agenda, on les cale côte à côte et on ne prend pas en considération le fait bah, peut-être que 5 minutes de temps, ça pourrait être pas mal. Ou juste le temps de me faire un café, tout bêtement, ou de boire, d'aller aux toilettes. Voilà. Donc, pensez à du temps entre les activités. Et ça aussi, ça va déjà aider votre gestion du temps. On oublie aussi de laisser des plages libres, un peu comme le sabbat, voilà, avec une journée qui est libre. On peut avoir tendance à vouloir remplir notre agenda, et là, ça nous rassure en fait, parce qu'il y a plein de choses de remplies. Laissez des plages libres. Ne remplissez pas votre agenda à ras-bord. Et enfin, le gros défaut aussi dans les études qui peut arriver, c'est qu'on fait plusieurs grosses choses à la fois en même temps. Donc ça, il faut éviter à tout prix. Donc se recentrer sur l'essentiel. Un grand point que je voulais dire aussi, toujours se recentrer sur l'essentiel, peut-être sur la gestion des messages. Tout ce qui est WhatsApp, email et compagnie, ou Facebook, peu importe le média que vous avez, évitez de prendre connaissance des messages alors que vous êtes en train de travailler. Ça veut peut-être dire vous discipliner en mettant le téléphone ailleurs, carrément. Pour certains, ça va être comme ça que ça va marcher. Mais les gens peuvent attendre. Les gens peuvent attendre votre réponse, surtout quand vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Vous pouvez mettre les groupes WhatsApp sur silencieux si jamais vous ne savez pas ça. Donc, du coup, vous n'avez pas d'alerte qui vous dit qu'il y a un message qui est arrivé. Finalement, ce n'est pas WhatsApp qui décide quand est-ce que vous devez aller le voir, mais c'est vous qui décidez quand est-ce que vous allez voir WhatsApp. Ça, c'est des petites clés toutes simples. Et puis, si vous êtes encore beaucoup sur les emails, pas hésiter à trier sa messagerie pour ne pas avoir l'impression d'avoir quelque chose qui s'entasse. Moi, par exemple, j'essaie qu'à peu près toutes les fins de semaine, j'ai 0 email dans mes boîtes mail. Ou alors, il y en a vraiment un qui reste parce que c'est un truc que je vais garder en mémoire. Mais c'est tellement agréable de commencer la semaine avec une boîte mail qui est en gros vide ou alors qui est que des mails nouveaux de cette nouvelle semaine. Je continue. La troisième chose que vous pouvez voir, c'est la gestion de l'énergie. Et notamment sur la question du stress. Alors, on en a vu un tout petit peu avec le Panic Monster de la vidéo, mais juste 3 étapes de stress pour que vous y soyez sensible. La première, c'est la phase d'alarme. Elle permet de réagir. En fait, c'est quelque chose qui est plutôt bon. C'est un stress qui est normal, qui est logique. Les deadlines ou simplement le besoin de finir quelque chose. Le stress en soi n'est pas forcément un problème. Il y a la phase de résistance. Le stress augmente, mais la dose est trop forte et le corps fait ce qu'il faut pour tenir. Là, ça peut être typiquement, comme il disait, on prend du café pour faire 2 nuits blanches pour finir quelque chose. J'espère que c'est rare, j'espère que c'est vraiment très occasionnel, mais c'est à éviter, mais ça arrive. Et enfin, la troisième, c'est la phase d'épuisement. Et là, c'est trop long et nos nerfs lâchent et ça ne marche plus. Et donc ça, c'est vraiment une phase de stress dans laquelle vous ne voulez plus aller et c'est là où on se rapproche notamment du burn-out. Sachez qu'il y a aussi 2 types de stressés. L'expressif, celui qui extériorise sa tension, donc ça se voit, il est pressé, il est irritable, etc. Il y a aussi l'obsessionnel, et c'est quelqu'un qui va plutôt intérioriser. C'est un faux calme. C'est important de savoir qu'il y a ces 2 types pour essayer d'aider aussi les gens qui sont autour de vous. Peut-être que vous, si vous êtes un expressif de votre stress, vous n'allez pas capter qu'un de vos amis en fait est complètement stressé parce qu'il ne réagit pas comme vous. Donc, le fait de savoir qu'il y a d'autres types de stressés peut aussi être une bonne manière d'aider ceux qui sont autour de vous. Quatrièmement, la gestion de son équilibre. Peut-être que planifier et gérer ses priorités, comme on en a parlé un tout petit peu avant, ça permet de se fixer des objectifs, des deadlines, avoir un moyen aussi d'envisager la masse de travail qui est devant nous. Et rien que ça enlève toute une partie de ce qui génère le stress. Une grosse partie de ce qui génère le stress, c'est de ne pas savoir où on va. On commence un projet de master, pour prendre l'exemple de Manuel, sans avoir vraiment mis des échelons un peu là où je voudrais arriver, à quelle étape, où je vais creuser cet élément-là plutôt qu'un autre. Pareil pour les périodes de révision, de dire, voilà, mardi, je vais réviser telle matière, et c'est normal que je ne révise pas une autre matière. Alors que si on ne fait pas un petit planning de révision, on peut être stressé toute la semaine de ne pas avoir révisé tout ce qu'on devrait réviser. Voilà, typiquement, c'est pouvoir canaliser le stress. C'est une manière de faire, c'est de juste planifier, de regarder à court, moyen, long terme. OK, je continue. Enfin, on peut gérer le stress en choisissant des proches en fonction de leur capacité à vous stabiliser, à vous écouter.
C'est important, en fait. Ça ne veut pas dire que vous devez choisir vos amis, mais c'est des gens qui, autour de vous, vous savez, qui vont vous aider dans des périodes particulièrement de stress. Le grand défi pour un grand nombre d'entre nous, c'est renoncer au perfectionnisme. Le meilleur est l'ennemi du bien, un dicton assez connu. Soyez réaliste sur les choses que vous avez à faire pour garder l'essentiel. Et donc, ça veut dire renoncer au perfectionnisme. Pour l'équilibre, il ne faut pas hésiter à éclaircir. C'est bizarre que ça arrive sur la gestion du temps, mais oui, éclaircir les malentendus, les non-dits. Quelqu'un attend quelque chose de vous, vous devez être capable de dire non, ce n'est pas ce que j'avais compris, ou préciser les choses. Très, très important d'avoir une clarté, notamment parce qu'avec cette période de Zoom, pour la plupart de vous qui êtes encore aux études, beaucoup de travaux de groupe sont devenus un remplacement à un certain nombre d'exercices ou de travaux continus d'examen. Donc, c'est important, dans les travaux de groupe, de pouvoir éclaircir ce qui se passe. Une autre chose classique, mais pourtant importante à redire, ne pas tout miser sur le même cheval. Ayez une diversité d'activités. Vous ne pouvez pas vivre sereinement si vous êtes que en train d'étudier. Ce n'est pas possible. Vous allez en fait vous épuiser petit à petit. Donc, il faut avoir des choses qui sont différentes, avoir des amis, peut-être même dans des cercles différents, des activités, voilà, ou aller faire à manger, regarder une série télé, peu importe l'élément qui va être sur votre planning, mais c'est important de diversifier. Parce que comme ça, quand vous êtes sur le moment où vous bossez, c'est un moment qui est dédié au travail. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes tout le temps en train de travailler ou jamais en train de bien travailler. Donc, en spécifiant un petit peu les différents cercles d'activité, ça peut vous aider aussi à mieux gérer votre temps et laisser du temps pour dire ah, « Ok, j'ai assez travaillé, je l'ai planifié dans ma semaine, je mets ça maintenant le mercredi après-midi et je vais aller faire du badminton pendant 1 h 30. » Je dis ça ou n'importe quoi. Et enfin, une dernière suggestion pour gérer son équilibre, c'est évidemment se discipliner. Ce n'est pas le tout d'avoir plein de bonnes idées et des quelques techniques, mais c'est de dire « Ok, je vais le faire et je vais m'imposer telle ou telle discipline. » Et c'est assez dur de le faire tout seul. Alors moi, l'encouragement que je vous donne, c'est de trouver peut-être au moins une autre personne avec qui vous allez rentrer dans cette discipline. Parce qu'être redevable envers quelqu'un d'autre motive en fait. Ça aide. Peut-être même que vous allez vous retrouver à certains endroits. Et donc, quand vous êtes bloqué dans une salle pour travailler, pour 4 heures, vous allez plus difficilement aller faire du badminton alors que vous êtes avec un pote en train de travailler. Donc, c'est tout bête, mais trouvez-vous quelqu'un avec qui vous pouvez vous organiser pour travailler. Ça sera une des questions que je vous laisserai avoir aussi entre vous dans les temps de petits groupes. Mais voilà, je suis allé exprès très vite. Je vais ah oui, je finis avec ça. Ça, c'est une des parties que j'aime beaucoup, c'est savoir dire non. Une bonne manière de gérer son temps, c'est aussi refuser des choses. C'est être clair sur le fait que non, mon planning est déjà plein, et ça s'apprend en fait de dire non. Et comment on refuse? Voilà, quelques pistes pour vous sur comment refuser. Proposer une contre-proposition, donc de proposer à un autre moment ou à un autre lieu. Ne pas avoir peur de rejeter la personne quand on refuse quelque chose. Alors ça peut être plus long comme processus à maîtriser. Dire non, non, ce projet-là ou cette idée-là ou cette rencontre-là, non, pas à cause de toi. Alors si c'est à cause de la personne, ça c'est un autre problème. Hein, vous vous débrouillez avec vos relations amicales ou moins amicales. Et enfin, prendre garde à ne pas attaquer son interlocuteur, préférer le jeu au tu ou au vous. Donc, il faut plutôt dire, voilà, je ne peux pas faire ça parce que j'ai déjà un agenda un peu plein, plutôt que de dire, tu es gonflé de me demander encore un travail en plus alors que j'ai du mal à finir ce que j'ai à faire. Ça, c'est voilà, petite réflexion au passage. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais faire une première chose, c'est que je vais repasser chaque slide, juste pour que vous puissiez les revoir une fois. Et la deuxième chose, c'est que n'oubliez pas que ce que je vous propose là vaut pour vos études, mais seront des outils aussi très précieux au-delà de vos études. Dans le cadre de votre travail à venir, vous aurez certainement besoin de gérer votre temps aussi, et tout ne se fera pas par Zoom. Donc, vous allez devoir réfléchir un peu à ce top 4 que je vous ai donné. Comment est-ce que je vais gérer mon temps dans ma période de travail ou dans ma période de recherche de travail, qui peut être aussi un moment très compliqué pour gérer son temps. Donc, je refais le top 4. Gérer ses priorités. Donc, c'est les 4 types de tâches. Gestion des chronovores. La deuxième chose, c'est se recentrer sur l'essentiel. Planifier, fixer la durée des activités. Mettre du temps dans son agenda. Un gros point sur la gestion de tout ce qui est messagerie instantanée.
Gérer son énergie, savoir que le stress n'est pas forcément mauvais, mais il faut savoir être alerte sur le type de stress que vous êtes en train de vivre. Juste se souvenir qu'on ne vit pas le stress de la même manière. C'est important d'être dans cette période, notamment de Covid, d'être à l'écoute du stress des autres pour pouvoir être aussi une aide. Gérer son équilibre, savoir où on va, permet de canaliser son stress. Et on peut gérer son stress avec quelques petites pistes ici. Notamment, savoir dire non.